Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle. Aujourd'hui, direction le musée Maillot à Paris et une rencontre avec Philippe Geluck pour son exposition Geluck expose le chat. J'espère que ça vous plaira. Bonjour, Bonjour, comment ça va? le mieux du monde, je suis ravi de vous rencontrer. C'est super parce qu'en plus, vous vous déplacez dans l'exposition, vous êtes proche des gens, les gens sont à chaque fois ravis et vous arrêtent pendant cette expo, donc déjà une belle accessibilité, c'est chouette. Alors je vous précise tout de suite, je ne suis pas gardien de musée et je ne fais On pas aurait dit. des visites guidées, quoique. Aujourd'hui, comme j'avais quelques rendez-vous avec la presse, euh, effectivement, je me trouvais C'est dans le ça. musée, je passais d'un étage à l'autre, d'une salle à l'autre, et comme j'ai une tête qui est un peu connue, les gens étaient un petit peu étonnés de me voir. Donc j'ai bavardé avec eux et je suis très touché par les réactions enthousiastes, Mm. par les regards illuminés, et enfin illuminés dans le bon sens, hein, parce qu'en illuminé, ça peut être les Oui. regards qui s'illuminent et les sourires et les rires. Mm. Et c'est une récompense immédiate que je reçois comme ça et que je prends avec beaucoup de bonheur. Justement, on va commencer par l'exposition. L'exposition débute avec votre vie et des photos très intimes, des photos avec votre compagne. Comment on se livre, comment on se montre comme ça et pourquoi ce choix? Alors, j'ai pas montré beaucoup la vie privée non plus, hein. L'exposition commence par un hommage à Douaneau, qui était l'exposition juste avant moi, ici Oui. au musée Mayol. Et je remercie ces deux filles de m'avoir autorisé à présenter le célèbre baiser de l'hôtel de ville, qui est la Mm. photo la plus célèbre de Douaneau, mais dont lui-même et ses filles avaient un petit peu ras la casquette qu'on leur parle que de ça. Ils ne l'ont d'ailleurs pas mise dans l'exposition Douaneau et m'ont autorisé à la présenter ici. Et à côté de ça, j'ai présenté le baiser de l'Arc de Triomphe, sur lequel je suis effectivement en train d'embrasser ma chérie. C'était pendant le montage de l'expo des grandes sculptures sur les Champs-Élysées. Mhm. On avait filmé une interview sur le toit de l'Arc de Triomphe. C'était hallucinant. Et j'ai eu l'idée de demander au photographe de nous prendre Immortaliser ce moment. d'immortaliser ce moment dans la pose célèbre de Douaneau. Et on a appelé ça le baiser de l'Arc de Triomphe. C'est le seul pan de ma vie privée, je crois, que je révèle, à part quelques photos d'enfants que je vais montrer dans la salle suivante. Oui, complètement. Justement, quels ont été les choix? Pourquoi être parti sur différentes cases? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer du chat? Alors, l'exposition s'appelle Geluck expose le chat. Euh, mais il y a toute la partie Geluck, pardon de parler de moi à la troisième personne. Tout à coup, Ça je fais comme ira, le Alain moment est Delon. beau. Alain Delon. Mais il était important pour moi de montrer au public, presque de révéler à certains, comment j'en étais arrivé au chat. Oui. Et donc, dans les premières salles de l'exposition, j'ai retrouvé dans des cartons, dans des tiroirs, des dessins d'enfance, des dessins d'adolescence, et puis des aquarelles que je vais faire jeune adulte. Et effectivement, les gens qui visitent l'exposition ne se doutent pas Mm. de tout ce que j'ai pu faire En amont. avant le Mm. chat, en amont. Je fais aussi référence, mais j'ai pas de documents à part quelques photos, au métier de comédien que j'ai pratiqué pendant 10 ans, Mm. et puis à celui de la télévision que j'ai pratiqué en Belgique. Je fais évidemment un petit coucou à Drucker et à Laurent Ruquier, Ruquier. Mm. mais le chat n'est qu'une activité Oui. parmi toutes celles que j'ai pratiquées. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer ça et aussi de démontrer que je ne fais pas que ça du matin au soir. Ce qui aurait pu être un petit peu roboratif euh, si imaginez que depuis 42 ans, je ne fasse que dessiner le chat de 9h du matin à 19h. Je pense que je serais Et lui actuellement aussi, il dans... serait fatigué. Je pense qu'il en aurait marre de moi. Et moi, je serais en asile psychiatrique parce que ça aurait été trop. Et justement, quel est votre rapport avec lui? Est-ce que justement vous en pouvez plus ou est-ce qu'il a pris trop de lumière? Parce qu'il y a aussi énormément de personnes qui vous connaissent notamment pour Bien être sûr. humoriste, Ouais. sur les émissions de télé que vous avez mentionnées. C'est un peu conflictuel, dites-nous tout. Tout se passe bien entre nous. Non, très honnêtement, je n'ai jamais été lassé de le Mm. dessiner.
je n'ai jamais pris ça comme une corvée. Je vous jure que j'arrive à ma table à dessin le matin avec la banane, la patate, comme on veut. Choisissez un fruit ou un légume qui vous convient et que je le dessine avec bonheur. C'est-à-dire qu'il suffit que je commence à l'évoquer sur ma feuille pour que le sourire vienne immédiatement et que j'ai envie de lui faire dire une connerie. Et ça, c'est tout de même une des grandes missions de ma vie, c'est d'inventer des conneries. Et justement, alors l'inspiration sur les conneries, comment on perd pas le fil? Est-ce que j'imagine que vous nourrissez constamment de l'actualité, et l'actualité est si drôle que c'est un bon vivier, j'imagine, mais est-ce qu'il y a eu déjà des pannes ou des réflexions sur... Oui, alors j'ai peu dessiné, sur l'actualité au sens quotidien du terme, parce que dans le journal dans lequel le chat est apparu le soir, qui était un quotidien d'information, quelqu'un d'autre se chargeait de cet aspect des choses. Et donc moi, on m'a demandé de dessiner pour un supplément hebdomadaire qui traitait de sujets intemporels. Ce que j'ai fait, et très vite je m'en suis félicité, parce que je me dis, les dessins que je fais, on pourra encore les comprendre dans 10 ans, dans 20 ans. Et j'en montre certains qui... Tout en restant très politique et parfois très actuel, mais aussi, sans... Ouais, voilà. C'est ça qui est intéressant. Et j'ai un petit peu élargi le propos pour des dessins, pour des... Alors après, j'ai dessiné pour Ciné Hebdo, et puis qui est devenu Ciné Mensuel. Là, j'ai fait des dessins d'actu plus violents, plus pointus, sur les conflits, sur la burqa, sur les intégristes, etc. Et je ne m'en prive pas, et ça fait partie de mon ADN, de dénoncer les... Là, on entend derrière moi quelqu'un qui rit, je trouve ça insupportable, dans un musée qui est un lieu de recueillement. Fou, hein. Il y a des gens qui... Alors, surtout devant une croix, en plus. Oui, je ne sais pas si... Je ne sais pas si ces personnes se moquent de mon œuvre ou rient, mais je crois que c'est la deuxième. C'est la deuxième solution qui s'impose. Tout ça pour dire que, évidemment, l'actualité me hante, me concerne. Et quand je parlais de conneries que j'invente, c'est conneries dans le sens noble du terme. Et dans l'actualité, ce sont des conneries au sens ignoble du terme, qui sont omniprésentes, quotidiennes, révoltantes. Et je ne me suis jamais décidé à devenir dessinateur militant. Or, je suis un militant dans l'âme, militant pour la paix, pour l'écologie, pour la fraternité. Mais si j'adoptais un discours comme celui-là dans mes dessins, je pourrais devenir premier degré, en disant attention, ça c'est pas bien et ça c'est bien. Et ça, je veux pas le faire. Je veux rester toujours dans une espèce de second ou troisième degré. Avoir du recul sur son militantisme aussi. Du recul et permettre aux personnes qui voient mes dessins ou mes tableaux de se faire leur propre religion, si je peux utiliser ce terme, de se faire leur propre conclusion dans leur tête. Et justement, c'était une de mes questions. Quelle est votre vision du militantisme et le militantisme d'aujourd'hui? Quel est votre regard dessus? Il a énormément évolué selon les sujets aussi que nous avons. Moi, notamment, je suis féministe et je suis liée à des associations. On s'est notamment beaucoup battu pour le festival d'Angoulême. Oui. Et son annulation. Quel regard vous portez sur ça? Alors, sachez que vous avez devant vous quelqu'un qui est féministe depuis l'âge de 18 ans. J'ai une petite amie à l'époque qui m'a fait lire des livres, qui m'a ouvert les yeux sur cette cause tellement universelle et tellement nécessaire. Et donc j'en ai 71, faites le calcul. C'était très mauvaise en maths. Ah voilà, très bien, moi aussi. Mais donc 50, il y a 50 ans que je suis interpellé par cette cause-là. Écologie à peu près à la même époque. Alors, mon avis ou mon sentiment sur le militantisme, il est forcément biaisé parce que mes parents étaient des militants communistes à une époque où ils n'avaient pas encore découvert les atrocités de ce régime en Union soviétique et dans les pays satellites. Lorsqu'ils l'ont découvert et lorsque les chars soviétiques ont envahi Prague, on était en 1969, mon père a vu son idéal s'écrouler. Et il a commencé une dépression nerveuse qui a duré 10 ans. Ça, c'était en préambule. Mais ça veut dire que
dans cette famille de militants, j'ai observé, dès que j'ai un petit peu grandi et suis devenu maître de ma propre réflexion, j'ai vu des gens qui étaient un petit peu aveuglés par la cause qu'ils défendaient. Et pourtant, ils étaient les plus honnêtes, les plus fraternels, les plus pacifistes du monde. Mais ils défendaient un régime qui était une aberration et qui était d'une violence inouïe. Maintenant, revenons sur l'annulation du festival d'Angoulême, et évidemment, on n'est pas du tout dans le même... sauf que, si on sort de ce... On va y revenir, hein, mais si on sort de ce militantisme-là, il y en a d'autres qui sont tragiques, notamment à travers les réseaux sociaux, pour une société d'extrême droite, pour de la stigmatisation de certains. Je veux dire, on ne peut pas être fier de tous les militantismes. Oui. Maintenant, pour revenir sur celui que vous portez, entre autres, bien sûr que vous avez raison. Bien sûr que une gouvernance toxique d'un festival est inadmissible, et bien sûr que les autorités qui ont la main là-dessus auraient dû intervenir beaucoup plus tôt. Oui. Je ne connais pas le dossier par cœur, mais ce que j'en sais me révolte. Et donc, bien sûr, on aurait dû trouver une solution et l'imposer et faire un appel d'offres et trouver des personnes. Il y a des choses comme les féminicides qui étaient monnaie courante, hélas, qui le sont encore, mais qui à une époque étaient presque pardonnés parce qu'on les appelait des crimes passionnels. Oui. Bruce Toussaint vient de sortir un livre, on l'a eu ce matin dans le cadre des grosses têtes en ligne, et sa cousine s'est fait assassiner par son petit ami lorsqu'elle avait 14 ans. Et il a contacté l'assassin qui était en prison, qui a purgé je ne sais pas combien d'années de prison, mais qui a bénéficié de circonstances atténuantes. Est-ce que vous pouvez imaginer l'horreur de ce terme ? Circonstances atténuantes lorsqu'un homme assassine une jeune fille de 14 ans par jalousie et par souci d'exclusivité. Tout comme le viol conjugal, dès que ça reste dans un foyer ou dans un couple, c'est beaucoup moins... Déjà que c'est peu acquis quand c'est dans la rue ou dans d'autres endroits, quand c'est au sein d'un foyer, c'est... Crime passionnel, c'est insupportable comme terme, et pourtant c'était utilisé. Et maintenant, heureusement, il a été transformé en féminicide, mais il n'est pas encore réprimé comme il devrait. Oui. On laisse encore approcher des hommes violents d'une femme qui est leur victime. Donc, tout ça pour dire, je m'égare, mais je vous disais, hein, je suis un passionné, donc je peux vous parler des heures de ça. Alors, je suis évidemment totalement solidaire de la cause féministe. Je suis totalement révolté par les dossiers MeToo s'ils sont avérés. Ce que je n'aime pas, c'est l'opprobre qui est jeté sur certains parce qu'il y a eu une dénonciation fallacieuse, et c'est déjà arrivé. Alors il faut être prudent. Si on est certain de la culpabilité de la personne, oui, mettons tous nos efforts pour le condamner déjà moralement. Et puis, n'oublions pas qu'il y a la justice et que les médias doivent parfois prendre garde à ne pas condamner trop tôt quelqu'un qui n'a pas été jugé. Mais donc, vous avez tout mon soutien dans cette cause-là. Il y a, et je dis ça avec beaucoup de tendresse, il y a aussi parfois certaines tendances à l'exagération quand on réalise que, par exemple, il y a eu peu de dessinatrices dans ce métier qui était pratiqué surtout par des hommes. Je parle de la bande dessinée et du dessin d'humour. Je me suis intéressé à la chose parce que dans le projet que je prépare à Bruxelles, qui s'appelle le musée du chat et du dessin d'humour, une dame m'a très justement demandé, il y aura bien sûr des dessinatrices. Je lui dis évidemment. Alors, actuellement, il y en a de plus en plus, et tant mieux. Dans l'histoire, il y a Claire Bretécher. Et puis, j'ai cherché, et dans l'histoire du dessin d'humour, je n'ai pas trouvé de dessinatrice. Or, je trouve des peintres femmes, des compositrices, des écrivaines, des sculptrices. Oui. Mais des dessinatrices d'humour ou des caricaturistes, il y en a pas. Ça serait intéressant. Si jamais vous trouvez... Ça commence à partir de quand? Dans les années 2000 peut-être Oui, ça commence à ce moment-là. Mais le danger dans lequel il ne faut pas verser, c'est qu'il ne faut pas
non plus se mettre à se dire que parce que c'est un homme, c'est pas bien. Ah oui, je suis d'accord. Et faire porter aux hommes le poids de siècles et de millénaires de machisme et de patriarcat. Je veux dire, on n'en peut rien. J'en parlais avec un Congolais qui était très joyeux. Vous savez que le Congo a été une colonie belge. Et à un moment, il m'a dit, mais attendez, il n'y a pas de souci. Il dit, moi, j'aime la Belgique, je vous aime, les Belges. Je dis, nous, on aime les Congolais. Il dit, ce sont peut-être vos ancêtres qui ont martyrisé nos ancêtres, mais vous n'y pouvez rien. Et je ne vais jamais vous en vouloir pour ça. Oui. Voilà. En gros, voilà le résumé de ma pensée, mais nous pourrions reprendre rendez-vous et on pourrait faire alors une conversation qui durerait 3 ou 4 heures. Clairement. Votre humour, vous l'exprimez dans différents arts, que ce soit en étant sur scène, en étant à la télé ou en étant à la BD. Quelle est votre vision de l'art? L'art est, comme la culture, fondamental pour le lien entre êtres humains. On le sait depuis les grottes de Lascaux et autres signes d'art premier en Afrique, les êtres humains ont toujours produit de l'art. Et j'imagine ces veillées dans les grottes de Lascaux ou autres, où il y a le plus doué d'entre eux qui représentait des scènes de chasse et puis les autres qui le regardaient en ouvrant des grands yeux comme ça. Et l'art est là pour transmettre des émerveillements, pour nous faire avoir des émotions. Et ces émotions peuvent aller dans beaucoup de sens différents. Ça peut être juste la mâchoire qui se décroche parce que c'est trop beau. Oui. Ça peut être les larmes qui nous viennent parce que le sujet nous touche. Ça peut être la colère devant une œuvre provocante, provocatrice, voire parfois indécente. Ça peut être le rire, comme actuellement au musée Mayol, tous les jours avec l'exposition Gueuluc expose le chat. Non, mais ça fait partie. Qu'on a enregistré tout à l'heure d'ailleurs, sans le vouloir. En live. Ça peut être tellement d'émotions différentes. Ça peut être aussi la consternation. Ça peut être aussi le questionnement. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et l'art peut provoquer de la joie, de la réprobation, de la colère. Il est, tant qu'il est générateur d'une émotion, pour moi, il a sa raison d'être. Et est-ce qu'il y a un médium où vous vous sentez le plus libre? Pas forcément celui que vous préférez, mais là où vous vous épanouissez le plus. Alors c'est sûr que si vous mettez devant une feuille blanche et vous me donnez un crayon ou un feutre, je suis Dieu le Père. Puisque je crée, je peux dire que la lumière soit et la lumière est. Je peux dire que le chat soit et le chat est. Je peux dire que la connerie soit et j'ai créé une connerie. Donc je suis seul maître à bord. Et c'est ce qui m'a fait quitter certains autres métiers, et notamment la scène, c'est que quand j'étais comédien, je jouais un texte écrit par quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, ça pouvait être Shakespeare, c'était bien, hein, mais et parfois j'ai aussi joué des choses que j'avais écrites, mais j'étais dans un décor de quelqu'un d'autre, mis en scène par encore un troisième, avec des partenaires qui étaient parfois nombreux, et donc je sentais que j'étais pas seul à la manœuvre, et j'avais besoin de devenir maître de mon destin. Et devant la feuille blanche, il n'y a rien à me dire, c'est que moi qui décide. Et justement, je voulais un petit peu parler de la BD, notamment avec le tout début que je vais me trouver. Donc voilà, sur les origines du ça, on retrouve une première phrase: si tu ne vis pas ta vie, personne ne le fera à ta place. Pourquoi ce premier message pour reprendre la BD qui m'a énormément marqué? Qui vous a parlé? Oui, parce que moi, je me suis mis à mon compte il y a 7 ans parce que je trouvais pas ma place dans le milieu, milieu d'entreprise. Un peu du mal avec le patronat, etc. Et ça a été dur de, en plus, trouver ma place en tant que femme dans la BD et le comics. Donc oui, ça m'a beaucoup parlé. Chouette, parce que donc maintenant, je peux dire c'est pas un problème. Oui. Maintenant, tu diriges ta vie, tu prends ta vie en main. Oui. Je te souhaite de développer ton projet et puis tu pourrais devenir directrice et faire payer à tous les autres les vexations que toi, tu as pu rencontrer. Non, mais évidemment, ce n'est pas le but. C'est le chat qui dit, en pointant le doigt très visiblement vers nous, si tu ne vis pas ta vie, personne ne le fera à ta place. Oui, je parle là à des gens
qui se laisse manipuler par les autres, qui se laisse insulter, qui se laisse embrigader dans une cause, dans une religion, dans un mouvement politique. Non, on est libre, enfin on a la chance dans nos pays de pouvoir l'être, parce que pensons à ces femmes obligées de porter la burqa en Iran ou en Afghanistan. Elles ne peuvent pas prendre leur vie en main comme elles le voudraient. Et Dieu sait si elles le voudraient. Et ces dessins que je continue à faire, il y en a un d'ailleurs dans l'album que tu cites, qui s'appelle L'origine du chat, et dans lequel il y a un barbu avec turban, visiblement un intégriste, qui dit à sa femme « Pourquoi tu as mis ta burqa à l'envers ?» Parce que la petite ouverture est à l'arrière de sa tête. Côté, ouais. Et il lui répond « Pour moins voir ta bête gueule ». Bon. C'est des dessins que je continue à faire. Et des journalistes français ont un jour emmené, à l'époque où on pouvait encore y aller, à Kaboul, des dessins que j'avais faits sur la burqa imposée aux femmes, et les ont montrés à des femmes qui portaient la burqa, en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et elles ont rigolé, toutes, et elles ont dit « Lui, il nous défend ». Et ça m'a bouleversé. C'est vrai, elles ont peut-être envie de voir leur gueule. Voilà, ouais. Oui, évidemment. Et donc, pour revenir à ce dessin-là, c'est un ode à sa propre prise en main. Peut-être, alors je ne veux pas dire que je ne me cite pas en exemple, mais je suis un exemple de ce genre de décision. On est chacun maître de son destin, à condition qu'on ne soit pas obligé de trimer dans un métier pardon pour le mot, mais un métier de merde, gagner 3 francs 6 sous pour nourrir une famille dans un logement ingrat, etc. C'est pas si facile à entendre. Si tu ne vis pas ta vie, personne ne le fera à ta place. Mais disons que c'est un encouragement à essayer de se réaliser. Je pense qu'on a tous du potentiel. On n'est pas tous des artistes. On n'est pas tous créatifs. On n'a pas tous du talent, forcément. Mais on est tous capables de faire des grandes choses. Justement dans la BD, mais aussi dans l'expo, il y a les premiers croquis du chat qui sont assez différents de ce qu'il est en objet. Merci de ne pas dire maladroit, ce qui est le cas. Non, c'est pas ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, vu que je ne sais pas dessiner, que je suis toujours admirative, c'est à quel moment on sait. C'est ça. Ça va être ce design-là, cette forme-là. J'ai trouvé. Justement, je disais tout à l'heure, on n'a pas tous un don artistique, et je pense que particulièrement pour le dessin, nous sommes très injustement distribués. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas apprendre à dessiner. Je pense qu'on sait dessiner ou on ne sait pas dessiner. Tu ne m'as jamais vu dessiner. Je parle pas des enfants qui, eux, dessinent en liberté. Mais d'ailleurs, Picasso disait, j'ai mis 65 ans à apprendre à dessiner comme un enfant. Mais on parle du dessin qu'on réalise une fois adolescent et puis adulte. C'est une connexion nerveuse qu'on a dans la tête qui relie l'œil au cerveau, le cerveau au bras. Maintenant, ça ne nous dit pas comment, tout à coup, on se dit, tiens, c'est ça. Je cherchais et j'ai trouvé. Il y a une sorte d'évidence. Dans mon cas, c'était totalement involontaire d'inventer le chat. Ça a été une demande du journal. J'ai créé un machin qui disait pif paf pouf, c'est un bon début, et puis voilà, et c'est parti comme ça. Et au bout de quelques semaines, je me suis dit que j'avais peut-être trouvé quelque chose qui risquait de m'accompagner un moment. Parce que je trouvais dans ce personnage une espèce de jaillissement qui venait naturellement. C'est-à-dire que je dessinais le chat et puis pouf, il y a une idée qui venait tout de suite après. Oui. Ouais. Je pense que l'intuition qu'on peut avoir de la bonne chose à faire ou que ce qu'on a fait est vraiment bien, tape juste là où il faut, c'est comme une intuition amicale ou amoureuse. Pourquoi tombe-t-on amoureux de tel ou tel? On ne sait pas, dans une interview qui est diffusée dans la dernière salle, je l'explique à Elie Barnavi, en disant, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer la femme de ma vie
il y a, d'ailleurs, nous parlons aujourd'hui le 10 décembre et c'est la date anniversaire de nos 49 ans d'amour passionné. Je suis petite parce qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis avec mon compagnon. C'est vrai? C'est vrai, Ah, chouette, bravo. C'est une jolie date. Moi aussi, je dois atteindre. Oui, oui, il y a encore 40 ans, un peu plus de 40 ans, mais voilà. Félicitations à nous deux. Donc, c'est une. Et qu'est-ce qui a fait que tout à coup, c'était elle? Et c'est comme disait Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, avec son ami La Boétie. Et moi, j'aurais tendance à dire de nous deux, euh, je sais plus, j'avais trouvé une formule qui était pas mal et je l'ai oubliée. Ah non, oui, c'est ça. C'était de dire moi, c'est nous. Parce que sans elle, la vie n'aurait pas été aussi belle qu'elle l'est. Donc voilà. Sur l'exposition, il y a aussi une seconde partie où là, il y a le chat à travers des œuvres cultes et des artistes cultes. J'avoue que j'aime beaucoup Le Laitier, qui m'a un peu marqué. Euh, pourquoi ces artistes-là et pourquoi leur rendre hommage Parce que déjà, la plupart sont morts et ne peuvent pas se plaindre. C'est Mais une très bonne réponse. ceux que j'ai croisés quand ils étaient encore vivants ont plutôt l'air d'apprécier. Alors j'ai eu un commentaire de Bottero via sa fille. Ok. J'ai eu le commentaire d'Alechinsky qui trouve ça très marrant. J'ai eu la chance d'être ami avec Pierre Soulages qui adorait mes dessins. Et j'ai dit Bottero, gna gna gna. Christo aimait bien aussi mes conneries. Donc voilà. Par contre, Vermeer, Picasso ou Michel-Ange, il n'y a rien eu. Aucun signe, ni même de la famille. Ce Ouais. que je trouve un petit Ah oui. peu. Ouais, ça me reste un peu là. Mais à travers les siècles, et c'est ce que j'essaie d'expliquer au début de cette salle, qui dit que j'aurais pas pu être copain avec Vermeer, avec Liechtenstein, Fontana ou tous ces géants. J'ai envie de leur envoyer des signes d'amitié. Et chez moi, l'insolence fait partie aussi de l'amitié. C'est-à-dire que j'aime tellement rire avec mes amis qu'on se permet de partir dans tous les sens. On est nos limites. Et avec certains, je suis parfois un petit peu cinglant, toujours respectueux et toujours admiratif. Et c'est ça qui m'a donné envie de produire ces séries-là, c'est l'admiration énorme que j'ai pour ces grands artistes. Et tu parlais du laitier, il faut tout de même préciser ce que c'est un hommage à Vermeer et à la laitière. Et pour ceux qui ont déjà vu un tableau de Vermeer en vrai, il y a cette lumière qui vient de la fenêtre qui est absolument magique. Il a peint une trentaine de tableaux, je crois, dans toute sa vie. C'était très soigné. Moi, j'en ai fait beaucoup plus. Je suis plus rapide. Mais surtout, sur le laitier, il y a cette lumière qui vient de la fenêtre aussi. Et beaucoup de gens me disent « Waouh, mais quelle technique! Comment arrives-tu à produire cette lumière que tu as peinte avec un pinceau et de l'acrylique ?» Et je leur propose de regarder le tableau d'un peu plus près et de regarder derrière le rideau que j'ai peint à l'avant. Et en fait, il y a des LED. Et c'est ça qui éclaire tout le tableau. Est-ce que ce ne serait pas ça, votre humour? La définition de ton humour, c'est ça, le côté... tout à l'heure, tu disais sanglant, je crois, ou tranchant. Sanglant, oui. Et à la fois un peu coquin, voilà, ou insolent, mais bienveillant. Insolent, exactement. Voilà. Alors, c'est vrai que je me sens une petite fourmi à côté d'un éléphant quand je pense à Vermeer. Parce que qu'est-ce que j'aurais aimé savoir peindre comme lui? Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que je me serais fait chier à faire 30 tableaux dans toute ma vie, alors que j'ai produit des milliers d'images et de sculptures. Donc j'ai trouvé le raccourci. Et le raccourci, c'est peut-être l'humour, tout simplement. Et en parlant d'humour, la transition est parfaite. Est-ce que tu as des envies, comme par exemple Fab Caro sur la reprise d'Astérix, de t'approprier des grands noms de la BD, parce que tu as aussi tout un lien avec Hergé, etc. Est-ce que ce serait une envie? Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a demandé récemment de créer une histoire autour de Is No Good, qui était la création de Goscinny et de Tabary, je crois. Et non.
Honnêtement, non. J'aime leur faire des saluts, des hommages. Il y a un Des tableau qui références, représente Tintin de dos qui demande un autographe au chat et le chat lui dit avec plaisir c'est à quel nom. Oui. Bon, là, je grignote un petit peu l'univers d'Hergé. Non, très honnêtement, non. Et je suis d'ailleurs pas totalement fan, autant je suis fan inconditionnel de Fab Caro, et je l'étais d'Astérix, mais j'éprouve un Est-ce que leur petit... histoire devrait s'arrêter avec les auteurs qui les ont Moi, créés? je préférerais. Je me dis, au Ouais. fond, quand Picasso est mort, personne a continué à faire des tableaux de Picasso. Hmm. Et c'est ce qu'on fait avec l'univers. C'est ce qui a été problématique avec Gaston Lagaffe aussi. Où Absolument. il y avait un des titres qui Oui, était vraiment absolument. pas bon, la famille en avait parlé. Enfin, oui, il n'était pas bon. Oui. Alors, libre à chacun de le souhaiter, de le demander, de le vouloir. Walt Disney est l'exemple le plus frappant. Mais moi, j'ai déjà dit à tous ceux autour de moi qu'après ma disparition, je souhaite qu'on ne reprenne pas le chat à son compte, qu'on lui rende des hommages, qu'on fasse des blagues et des trucs un petit peu à la façon d'eux, mais que ce Oui, soit que d'autres artistes identifiable. Voilà. Oui, oui. Que ce soit identifiable. Qu'on ne pense pas que c'est encore des trucs à moi. Oui. C'est une petite coquetterie, mais il y a deux façons de gérer le problème. C'est dire oui ou dire non. Mm. Et moi, j'ai dit non. Pour terminer, parce que je dois malheureusement te laisser, si le chat devait revenir sur ce podcast, dire une petite phrase sur ce podcast, qu'est-ce qu'il dirait si là il avait le droit de parler? Mais il a juste le droit de se taire. pendant que je parle, bah oui, tais-toi, on t'a rien demandé. Non, c'est ça qui pourrait être un petit peu troublant au bout du compte, c'est que parfois je me prenne pour lui, que lui se prenne pour moi, qu'il y ait une espèce de schizophrénie entre ce personnage et moi-même. En tout cas, il n'y en a aucune. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. S'il m'emmerde, je ne le dessine pas. Ouais. Et il reste une feuille blanche. Donc j'ai tous les pouvoirs sur lui. Qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait qu'il serait jaloux de moi. Parce qu'il aurait aimé te rencontrer, il aurait aimé pouvoir donner son avis, et on ne le lui demande pas, et c'est bien fait pour sa gueule, parce qu'il l'ouvre partout, c'est lui la vedette de cette exposition, et moi ça m'a fait du bien. Il est temps que ça soit toi aussi. Voilà, et ça m'a fait du bien d'un petit peu exister à côté de lui. Bon, bah parfait. Je pense qu'on peut clôturer avec ça. Merci beaucoup pour ce moment. C'était très chouette. C'était un bonheur. Et n'hésitez pas, du coup, de découvrir l'exposition au musée Maillot sur le chat, qui est disponible jusqu'en mai, si je dis pas de bêtises. Jusqu'au 7 mai. Jusqu'au 7 mai. Puisqu'on parle des dates qui parfois peuvent être troublantes. J'invente le chat le jour où Hergé meurt, le 3 mars 83. Je te parle de la rencontre avec ma chérie, un 10 décembre. Tu me dis que toi, tu te mets avec ton amoureux ensemble un 10 décembre. Oui. Et le 7 mai, c'est la date de mon anniversaire. Comme quoi... Les cartes du tarot ont bien fait le travail. C'est plus fort que nous. Et retrouvez du coup l'article de l'exposition sur le site de Canal BD. Je vous dis à bientôt.